Yo tout le monde, ici Juju tout seul, et aujourd'hui nous allons parler de Predator Badlands, donc le 7ème film, si on compte pas les AVP, les Aliens vs Predator, de la franchise Predator. Mais je vais quand même donner mon avis sur les anciens films, sur les précédents films de la saga Predator. Donc il fait un énorme comeback depuis que Disney a racheté la Fox, c'est peut-être l'une des seules sagas qui fait un comeback véritablement positif depuis le rachat de la Fox, on va dire. Parce que Predator bien sûr a démarré dans les années 80 avec le premier film réalisé par John McTiernan, donc John McTiernan, réalisateur d'action légendaire dont l'on doit donc Last Action Hero. Bon, ça va bien avec le héros d'action, les Die Hard, les premiers Die Hard. Et moi j'aime bien le premier Predator dans le sens où en fait c'est un film qui change. C'est que c'est un film qui débarque alors qu'on se tape plein de films sur la guerre du Vietnam, on se tape plein de films sur des gros héros actionneurs bien bourrins, bien musclés. Et tu as Predator qui débarque, c'est un film de guerre, t'as Schwarzy qui serre la poigne à Carl Weathers, ils ont des gros bras, surtout Schwarzy, c'est des mecs bien costauds, bien musclés, bien baraques, bien virils, et là ils débarquent, ils cassent la baraque, ça démonte tous les méchants vietnamiens, etc. Et puis à un moment donné, il y a un Predator qui les bute un par un. Et en fait c'est le côté parodie qui est assez intéressant dans Predator, c'est qu'on va complètement surprendre le spectateur, c'est que on va assister à ces icônes, à de grands acteurs comme Carl Weathers et Schwarzenegger qui étaient dans les Rocky et Terminator, qui sont habitués à jouer des rôles positifs où ils bottent le cul à tout le monde en mode commando. Et là c'est eux qui sont bottés le cul. C'est ça qui est intéressant. C'est un film qui critique clairement la guerre du Vietnam, le côté je sais pas comment le dire en français, mais côté overused, on va dire, de la guerre du Vietnam, le fait qu'on ait fait tellement de gros films d'action bourrin sur la guerre du Vietnam sans penser au véritable fond de la guerre, en fait, c'est qu'on va juste se servir du Vietnam comme contexte juste pour faire péter des trucs. Et dans ce film-là, on te dit, écoute, on fait péter des trucs, mais par contre, ils vont tous se faire buter après parce que voilà, quoi. Donc il y a ce côté-là qui est intéressant, et bien sûr, le côté, héros actionneurs qui se font démonter par le Predator, du coup. Donc en fait, c'est la surprise qui rend le premier Predator cool. Après, je dirais quand même que le film est très bien filmé, McTiernan le gère très bien. Le chara-design du Predator est absolument fantastique, c'est extrêmement cool comme look, notamment quand on connaît le look de base qu'aurait dû avoir le Predator, qui était initialement interprété par Jean-Claude Van Damme d'ailleurs. Et bien oui, là on est arrivé sur quelque chose de culte avec des séquences absolument iconiques. Donc je pense notamment au rire du Predator, le fait qu'il puisse imiter les voix de ses assaillants, et donc le rire qu'il a quand il explose à la fin du film, et le fait que du coup nos héros un peu costauds soient obligés d'utiliser leur méninge, Schwarzenegger à la fin, d'utiliser ses méninges pour survivre au Predator, c'est que c'est pas en tirant des mitraillettes que tu vas buter le Predator, c'est en te servant de ton contexte, de la nature, de la boue, de la chaleur, manipuler la chaleur, et de ton intelligence pour battre le Predator. Donc comme lui il fait, c'est que le Predator c'est une créature qui se cache, qui observe ses ennemis durant tout le film. C'est que le Predator, en vrai, je pense qu'il agit pas avant 30-40 minutes de film, en vérité. Donc, en tout cas, il tue personne à ce moment-là. Et donc, le héros, à la fin, se rend compte que c'est ce qu'il faut faire, quoi. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est cette remise en parallèle du héros qui doit s'humaniser, se concentrer, et ne pas juste être un mec un peu con, quoi. Donc, on revient sur quelque chose de peut-être plus réaliste, qui crédibilise un peu plus l'œuvre, on va dire. C'est que c'est ça qui est intéressant dans le premier Predator. Et puis après, je dirais quand même que je suis pas non plus un énorme fan du premier Predator, parce que c'est un film qui est quand même très long. Et moi, je suis pas très actionneur années 80, donc je vous avoue que moi, les 40 premières minutes, je me fais un peu chier, je vais le dire. Mais la BO est cool. Je crois que c'est la BO de Alan Silvestri qui a fait la BO, il me semble. La BO est cool. La BO, tu t'en souviens, elle est excellente, la BO pour le coup. Donc, pour le coup, le premier Predator, j'aime bien. C'est un grand classique. Je dirais pas que c'est un chef-d'œuvre dans le sens où moi, en tant que jeune, actif en 2025, matin, un film des années 80 comme ça, je trouve qu'il est un peu long quand même. Et il a des effets qu'on vieillit, bien sûr, même si l'effet d'invisibilité rend quand même assez correct, on va dire, pour l'époque. Et puis là, c'est toujours cool de découvrir l'armement du Predator au fil du film, et de voir tous ces clichés de personnages, notamment l'Indien en mode combattant à l'épée qui se fait avoir hors champ. Donc on aime bien désacraliser les choses dans ce film-là, et c'est ça qui est intéressant. Mais bon, je trouve qu'il y a un gros souci de rythme qui fait que le film est un peu long, et voilà, je suis pas forcément attaché au personnage. Et aussi, bon point, le personnage féminin du film n'est pas une love interest. Elle aide les personnages, au début, il est plus ou moins une otage, mais ensuite elle les aide. Donc il y a aussi ça qui critique un peu le cinéma des années 80. Donc, mais à part ça, ça reste un très bon film, bien sûr. Personnellement, je pense que je kiffe beaucoup plus Predator 2. En gros, Predator 2, ils se sont dit, écoutez, en vrai, je trouve l'idée super cool, on va refaire Predator, mais cette fois en ville. Donc du coup, t'as des plans En fait, c'est un film qui est un peu kitsch, mais c'est ça qui est cool avec Predator 2. C'est que t'as Danny Glover, c'est vraiment le cliché du film, un peu en mode arme fatale, surtout avec Danny Glover. Donc en mode, ouais, on suit des flics à New York, ils affrontent des gangs de Jamaïcains qui ont les mêmes coupes de cheveux que les Predators, du coup, il y a un parallèle qui est rigolo. Et t'as le Predator qui arrive, qui dénote du décor, et qui va se servir de la ville comme terrain de chasse, et t'as des plans, il y a une éclair qui va se passer derrière lui parce qu'on fait des plans super kitsch et on assume le truc. Et puis t'as un beau casting, on a aussi pas comme Bill Paxton qui joue un peu le flic un peu rigolo, un peu connard qui est rigolo. Et puis le film est cool.
C'est que t'as des scènes d'action assez cool, le film est très rythmé, le film est très généreux aussi, c'est que bon, Schwarzenegger ne revient pas, mais on fait des liens avec le premier Predator, avec le fait que maintenant les humains soient plus préparés à confronter les Predators, et en plus dans celui-là, il y a plusieurs Predators qui débarquent à la fin, donc avec cette fin, la fin culte où Danny Glover est respecté par les Predators, il reçoit un gun, du coup, le fameux pistolet qui va revenir un peu un fil à aiguille de la saga, bien sûr. Donc c'est un film qui est cool, c'est pas un film qui est profond du tout, c'est un film 90s d'action assez basique, mais je trouve qu'en termes de pure générosité, je trouve que c'est un film qui mérite d'exister. C'est pas une suite de trop. Et donc, moi, Predator 2, c'est un film que j'apprécie. Ensuite, je crois qu'ils ont attendu 20 ans pour le faire, mais on a eu Predators. Du coup, Predators, qui je sais plus le réalisateur en tête, mais c'était produit par Robert Rodriguez, et ça, je m'en souviens. Et a priori, avec Robert Rodriguez, on pourrait se dire, putain, ça peut être bien. Et Predators, moi, le pitch est cool, le film l'est moins. C'est un peu ça le délire. C'est que le pitch d'envoyer les plus grands tueurs criminels de la Terre sur une planète d'entraînement des prédateurs pour que les prédateurs s'entraînent à tous les buter, bah, je trouve qu'il y a un côté Suicide Squad qui est cool dans l'idée, quoi. Et je trouve que même si physiquement il le fait pas forcément, je trouve que Adrien Brody gère plutôt bien le film. Je trouve il y a des concepts assez intéressants parmi les tueurs. T'as genre Machete, plus grand casting de la saga Predator. Le casting il est extraordinaire, surtout que t'as beaucoup d'acteurs qui étaient pas connus qui sont aussi dedans. Donc on a déjà Adrienne Brody, Alice Braga que j'aime bien, souvent sous côté comme actrice, Topher Grace, bon c'est pas le plus grand acteur du monde mais il est dedans. Laurence Fishburne, pour le coup je pense que c'est le pire personnage du film. Je trouve que son personnage n'a aucun sens. Il y a le fait qu'il soit encore dadé alors que le mec il est censé être un survivaliste depuis des décennies, donc déjà rien que ça n'a aucun sens. Mais je trouve que son personnage tue un peu le film à Laurence Fishburne. Walton Goggins qui était pas trop connu, Marshall Ali qui était pas trop connu non plus. Y a pas que, il y a Danny Trejo, bien sûr, Old El Paso. Donc, giga casting pour ce film-là, donc on a que des grandes gueules. Donc je trouve que ça, hormis Adrien Brody qui change un peu, je trouve que ça fait un peu miroir avec le casting un peu de bras cassés, de bras badass, on va dire, du premier Predator. Et je trouve que je trouve la photo belle, j'aime bien cette photo un peu bleuâtre, un peu plus sombre. Je trouve que ça donne une patte, c'est que quand tu vois un plan de ce film-là par rapport aux autres Predators, bah tu sais que c'est ce Predator-là, on va dire. Puis il y avait une petite ref au tout premier Predator de Van Damme qui était sympa aussi. Mon problème, c'est que le film, ben, c'est plus ou moins un remake en moins bien du premier Predator, quoi. C'est qu'on retrouve un groupe d'assaillants qui sont enfermés dans la forêt, ils savent pas où ils sont. On met 1 heure à découvrir qu'ils sont pas sur Terre. Puis ensuite, ils vont trouver Lawrence Fishburne qui fait de la merde. Et ensuite, ça part un peu en nanar. Et ensuite, et puis t'as plusieurs prédateurs qui doivent affronter, donc ça c'est plutôt sympathique, mais c'est vrai que le film est assez long. Le film est long, le film est un peu chiant. Le film aurait pu aller beaucoup plus loin, je pense, dans le côté antagonistique des personnages qu'il nous présente. La photo est bien, mais la planète est assez décevante. C'est que ils ont dit, bah si, imagine, tu fais un film sur la planète de terrain de chasse des prédateurs, et bah c'est une forêt. C'est une forêt, du coup un peu la flemme, quoi. S'il y a 2-3 petits aspects un peu SF, tu vois, mais c'est une forêt, quoi. Je trouve le film, il est un peu flemmard dans les chara-design, quoi. C'est que même le gardien des prédateurs est pas dingue. Si, il y a c'est dans ce film-là qu'il y a des prédachiens, il me semble. Bah, ça, c'est cool, ça, j'aime bien. En dehors de ça, je trouve que le film, bah, il est un peu ennuyeux à l'œil parce que bah, c'est la même chose que le premier, quoi. Bon, après, il y a quelques remakes un peu sympas, genre le duel contre le mec, le Yakuza, qui a fait le Predator, sauf que contrairement au premier film avec l'Amérindien, le natif américain, et bah là, on a le combat, on voit le combat et c'est plutôt cool et c'est stylé, c'est une idée en mode du coup, Kurosawa qui est assez sympa. Et oui, il y avait un twist sur Topher Grace aussi qui était sympa, le fait que ce soit le mec il empoisonne des gens, il a tué des gosses, il me semble. Mais c'est vrai que bah, le truc c'est que ça se voit que c'est un film qui était fait pour avoir une suite et le film se termine en cliffhanger, donc c'est décevant aussi, quoi. Donc c'est pas de la merde, Predator. C'est pas de la merde. Je trouve que c'est un film qui a de bonnes intentions, qui a de bonnes idées, qui a un très bon casting. Mais ça se voit qu'il y a eu des problèmes de production, ça se voit que Rodriguez et le réalisateur qui l'a embauché, on leur a pas donné toutes les clés pour exécuter ce qu'il devait exécuter comme résultat final. Et ça se voit que comparé aux idées qu'ils avaient initialement, qui étaient plus SF, on passe de SF à safe. Un peu, je trouve, dans le visuel. En fait, il y a un côté trop remake, comme je vous l'ai dit, tout simplement. En beaucoup moins impactant. Et ensuite, on a, je crois que c'est le Predator de Shane Black. Donc, c'était quoi, The Predator? Une grosse merde. Oh, la grosse merde. Oh, putain, la boulette. Quelle merde. En plus, Shane Black qui avait joué et qui avait participé au scénario, il me semble, du premier Predator. Ben, on s'est tous dit, ben, le mec est fait pour ce film. C'est le mec qui provient du premier film. Il est relié à la saga depuis le début. Et il te pond d'une merde immonde. Genre, faire de Predator une comédie, c'est une idée que je peux accepter, tu vois. C'est genre Predator 2 avait son côté un peu cheesy, tu vois. Mais on respectait quand même le côté proie, chasse, le côté un peu slasher. C'était ça qui était intéressant avec le premier Predator. C'est que c'était un slasher à monde ouvert. C'est que t'étais dans une forêt, donc un lieu qui n'était pas clos.
mais ça reste un slasher quand même parce que tu avais des personnages qui étaient emprisonnés dans un décor très vaste mais très ressemblant dans l'aspect global. Et dans ce film-là, ben, c'est quoi ce scénario qui pue la merde, sans déconner, de Predator qui va aller sur Terre pour kidnapper un enfant autiste qui va leur aider à développer la technologie des prédateurs parce que autiste veut dire être extrêmement avancé mentalement pour concevoir des objets aliens et à la fin t'as un Iron Man Predator et t'as des... Bon les Predachiens c'est rigolo vite fait mais t'as un Predator géant qui fait 2 mètres de plus que les autres en CGI qui est beaucoup moins bien fait que les autres et puis Predator il y a aucun... Contrairement aux trois précédents que je vous ai évoqués dans celui-là il y a aucun jeu de... Il y a aucun foreshadowing, il y a aucun teasing du Predator, c'est qu'on le voit en entier directement, la mise en scène ne fait rien pour nous le cacher, pour nous l'iconiser. C'est un personnage, le Predator, premier plan du film quasiment, c'est un Predator qu'on voit en entier dans un éclairage en mode pub de parfum. Donc, et on te fait une comédie. Donc, et c'est dommage parce que j'aime bien Boyd Holbrook, j'aime bien Thomas Jane, j'aime bien. Bon, Olivia Munn, non, j'ai pas vu grand chose avec elle. J'aime bien Stephen K. Brown. Mais là, on te fait une comédie avec Boyd Holbrook qui s'entend pas avec son fils, il me semble, qu'un militaire, le pauvre. T'as des vannes de merde partout, t'as bah, on te met quand même des militaires avec ces vétérans qui ont des problèmes psychologiques, qui ont Gilles de la Tourette, mais on te fait une comédie de merde, genre, y a rien qui va dans ce film, c'est vraiment une catastrophe et je comprends pas comment on a pu arriver à ce stade-là, c'est vraiment... Les autres étaient, le précédent était moyen, mais là on est vraiment descendu dans le bas-fond des bas-fonds, quoi. Et donc, ouais, Predator, giga merde qui a enterré la saga pendant quelques années du coup. Et moi, honnêtement, comme je vous le dis, je pense que j'ai jamais été autant en kiff sur la saga Predator depuis que Disney a récupéré la saga. Genre, étonnamment. C'est que, étonnamment, bah, le reste, genre leur planète des singes, il était décevant, je trouvais quand même. Bah, il était bien, mais pas ouf. Alien, je trouve que c'est vraiment osef depuis qu'ils ont repris la saga, c'est que Alien Romulus c'était du safe. Et Alien Earth c'était extrêmement décevant, et pareil, c'était assez safe au final. Donc, et puis, bon, Avatar, ça bouge pas trop. Predator, j'ai l'impression que c'est la seule saga qu'ils ont vraiment upgrade, genre, quand ils ont racheté la licence avec la Fox. C'est que Predator, moi avant, Predator c'était un bon film, et puis des films sympatoches qui se regardent à la télé, TF1 ou des films de merde, quoi. Alors que là, j'ai vraiment l'impression de voir un vrai travail d'interconnexion par un réalisateur et un auteur qui veut nous proposer des films totalement inédits en termes de concept, d'idées dans la saga Predator. Et ça, c'est quelque chose que je respecte beaucoup, on va dire. Et du coup, moi, honnêtement, là, en sortant plus de Badlands, là à l'instant, moi, je suis en mode, moi, je prends mon pied, là, je suis très content, ouais. Et je suis très content, dans le sens où, du coup, on a eu Prey, qui était sorti sur Disney+. Le film, au départ, on ne savait même pas que c'était un film Predator, il me semble. C'était marketé comme un film sur les natifs américains avant l'arrivée des colons, et donc un film un peu de proie, etc. Et c'est bien plus tard qu'on a appris que c'était un film Predator, parce qu'il me semble que, bah, du coup, c'est Dan Trachtenberg qui a réalisé le film. Dan Trachtenberg qui avait réalisé le super, très très sympathique 10 Cloverfield Lane, qui avait également réalisé le pilote de The Boys, d'ailleurs, pour info. Et j'ai l'impression qu'il s'est un peu inspiré de la promo des Cloverfield, où les Cloverfield faisaient une promo très très cryptique, où parfois la promo peut se faire la veille de la sortie, parce qu'on savait même pas qu'il y avait un film Cloverfield qui était sorti. Bon, ils ont quand même fini par nous dévoiler que c'était un film Predator, du coup Prey, mais je trouve que l'idée de la promo était cool. Et puis il y avait des intentions qui étaient louables. Le fait que le film soit également retraduit c'était en comanche, si j'ai pas de conneries, j'espère que je me gourre pas. Ça, je crois. Mais du coup, on te prend des acteurs d'origine native américaine. Même si oui, ça reste un film tout public américain parlé en anglais, il y a quand même une version sur Disney Plus disponible qui est retraduit en comanche. Où du coup, vous avez le film en comanche. Donc oui, c'est pas Apocalypto où ils le disent sur le tournage, mais ça reste la moindre des choses. Et c'est plutôt cool. Et donc Prey, franchement, j'ai vraiment apprécié le film. C'est pas un chef-d'œuvre, j'ai pas surkiffé ma race, on va dire, mais le truc c'est avec Prey, c'est que le concept, le fond du film est très cool. L'idée d'avoir un prédateur qui débarque en pleine période natif américaine avant l'arrivée du coup des colons anglais européens, je trouve l'idée super cool. Puisqu'en gros, il y a un côté presque préhistorique. C'est que du coup, on va te développer un Predator qui a un design beaucoup plus. Qui est très peu avancé, avec un masque en os, des armes un peu plus tribales, un peu plus manuelles, manufacturées, beaucoup moins technologiques que les Predators qu'on était habitués à rencontrer précédemment. Donc, rien qu'en termes de car design, même son visage, hein, quand il enlève son masque, le Predator a un car design intéressant. Et puis, même en termes de personnalité, c'est rare qu'on ressent autant la personnalité d'un Predator aussi. C'est que là, on sent qu'il a vraiment une personnalité un peu plus définie, de Predator un peu colérique, un peu jeune, on le sent peut-être un peu plus inexpérimenté que ceux qu'on a pu voir dans les autres films, notamment par son look, bien sûr. Et surtout, ce qui était intéressant, c'est la confrontation du film Prey, du titre du film, c'est que Prey, c'est un titre qui correspond
à nos deux protagonistes, donc antagonistes et protagonistes, avec le personnage de Naru, du coup, joué par l'actrice Amber Thunder que j'avais vu, du coup, dans la série Légion précédemment. Et du coup, ouais, c'est ça qui est intéressant, c'est que du coup, on suit un personnage féminin qui est constamment rejeté par qui veut être une guerrière. Elle veut pas être la femme au foyer, elle veut être une guerrière, mais elle est constamment rejetée par sa famille, par son clan, etc. Et elle va tout faire pour essayer de prouver qu'elle est une guerrière. Elle va essayer de chasser de la plus grande proie de sa tribu, on va dire. Et du coup, durant tout le film, c'est un personnage qui va se rater, qui va faire des erreurs. C'est un peu l'anti-Marissou. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on était en pleine période un peu Star Wars 9 quand le film est sorti. Et là, on te propose un anti-Marissou. C'est que c'est un personnage qui se prend pour une femme forte, qui est sûre qu'elle est une guerrière, qui est une femme forte, qui est super badass, mais elle arrête pas de faire de la merde en fait. C'est ça qui est intéressant, c'est ça que je trouve bien trouvé comme idée. Et donc elle fait de la merde durant tout le film, elle essaie de prouver à ses frères, etc., qu'elle est capable, etc. Et c'est en affrontant le Predator, qui va devenir donc son véritable trophée, bah, qu'elle va enfin se retrouver en elle-même et devenir la vraie guerrière qu'elle est censée devenir, quoi. C'est-à-dire un personnage, bah, qui va devoir se doter d'intelligence, c'est qu'elle est intelligente, mais dans la pratique, elle est pas assez douée, quoi. Elle est trop excitée, trop dans l'impatience, et là, du coup, t'as une menace qui l'oblige à y aller doucement, à analyser son ennemi, à essayer de calculer ça. Et en plus, il y a tout le récit de vengeance qui se rajoute à ça, parce qu'il y a son frère qui va mourir, il y a son clan qui va se faire massacrer par ce prédateur-là, qui est intéressant, qui va faire que ce film devient une sorte de récit de vengeance où les deux prédateurs, du coup, se confrontent. Et du coup, c'est ça qui est intéressant, c'est la balance des deux termes, où du coup, à la fin, c'est le prédateur qui devient la proie, du coup. C'est qu'à la fin, bah, Naru fait de ce prédateur-là son trophée, et le prédateur, du coup, se fait décapiter par Naru et devient la proie, du coup. Donc, en plus, en se servant des gadgets du prédateur lui-même. Donc, le prédateur se fait avoir par de la technologie. Donc, il y a aussi une critique un peu de la technologie, du fait que même ce prédateur-là, qui est un peu plus préhistorique un peu que les autres, bah, il est trop dépendant de la technologie. Donc, il y a aussi ça qui est intéressant. Et toute la thématique du film se résume dès la première séquence du prédateur. Tu as cette superbe scène style chaîne alimentaire où tu as genre, je sais plus, une grenouille qui mange une mouche, un serpent qui mange la grenouille, un chien, un lapin qui mange le serpent, et le chien qui mange le lapin, et puis t'as le prédateur qui tue le chien. T'as ce jeu de la chaîne alimentaire de quelle est la plus grande proie, et la plus grande proie qui est assez intéressant, qui beaucoup va à fond dans les thématiques que pour moi représente la saga Predator. Donc l'idée de la proie, le fait que des héros des années 80, c'est peut-être pas forcément les mecs les plus forts de la Terre, on peut trouver plus fort qu'eux. Et là en plus c'est un peu l'inverse de ça, parce que là on suit une femme, plutôt fétiche, pas forcément super baraque, pas forcément super badass au départ. Donc en plus c'est un peu l'anti-Predator 1. C'est ça qui est intéressant aussi. Tout en évitant le féminisme en mode Rey Skywalker, tu vois. Donc c'est ça qui est intéressant. Après, je trouve pas le film parfait. Je trouve que en fait, je trouve que le film a un peu sa place sur Disney+, dans le sens où je trouve que Dan Trachtenberg, il a vraiment sa réalisation, on en parlera pour les autres, pour le Badlands, mais je trouve que sa réalisation fait très film de streaming. Je trouve, il y a vraiment ce côté film de streaming dans sa réalisation, dans le sens où on sent, il y a un côté cinémascope, mais on sent le côté plan très rapproché, scène d'action filmée caméra épaule, presque shaky cam, de façon très proche. On sent pas trop le côté spectaculaire. Il y a pas un côté très spectaculaire dans son cinéma, je trouve. Et il y a un côté très, en fait, je trouve qu'on ressent le côté télévisuel. Je trouve qu'il y a un côté un peu télévisuel, mais téléfilm, pas série. C'est qu'il y a quand même, on sent quand même le budget d'un film, mais d'un petit film. Et du coup, je trouve que la réalisation est pas folle. C'est que le découpage est pas excellent. Le film est souvent un peu embrouillé dans l'imagerie. Et puis je trouve qu'il y a quand même un côté hollywoodisation de l'univers des natifs américains. Il y a aussi ça. C'est comme je vous l'ai dit, le film est parlé en anglais à la base, mais vous avez quand même une version dispo sur Disney+, qui est parlée en comanche, mais le film à la base est en anglais. Et désolé, mais moi après, je connais pas, hein, mais il me semblait quand même que les tribus natives américaines restaient des tribus qui étaient extrêmement respectueuses envers les femmes, et les femmes étaient autant des guerrières que les hommes. Donc personnellement, ça m'a sorti. En fait, je trouve qu'il y a un problème de scénario, de dialogue en fait. C'est que tous les personnages natifs américains de ce film-là parlent comme des personnages des temps modernes. Ils parlent comme des personnes, comme des familles américaines en mode normal, quoi. Je trouve qu'on perd un peu de l'immersion qu'on a dû avoir du film. C'est que je trouve que l'arc du film ressemble trop à un arc classique de film de dépassement de soi américain, comme si on traitait de personnages caucasiens durant les années 2000, quoi. C'est que c'est la meuf qui est maltraitée par son frère, qui la considère comme un peu plus faible, qui doit se dépasser. Je trouve que en fait, on convertise les natifs américains à des clichés qu'on applique déjà à nous, caucasiens. Bon, après, je suis pas totalement caucasien, mais bref. Bah, si je crois que je suis dans la catégorie, mais on s'en fout, hein, bref. Mais le scénario fait trop hollywoodien. Je trouve que le scénario fait pas assez dépaysant. C'est que les dialogues font trop moderne, l'écriture fait trop moderne, l'arc narratif fait trop moderne. Et en plus, les acteurs, c'est pas comme dans Apocalypto où tu ressentais
des personnages marqués qui vivent en autarcie dans la forêt. Là, on sent des acteurs qui ont des visages beaucoup plus lisses, ils sont pas tout sales, ils ont la peau assez lisse, on sent qu'ils ont bien mangé. On voit quand même que c'est des personnes qui proviennent des années 2010-2020 qu'on a implanté dans le contexte natif américain, quoi. Donc je trouve que le film a un problème de crédibilité qui fait que j'ai rajouté des problèmes. Après, il y a aussi des critiques intéressantes, comme notamment le fait que tu as les Français, là, le côté colon avec les Français qui abattent des animaux, et du coup ils abattent des animaux pour le plaisir, donc t'as des vaches qui sont abattues. Et même là, t'as Naru qui se rend compte que c'est même pas le prédateur qui a fait ça, c'est des humains, et même le prédateur va buter tous ces humains-là, donc on sent qu'il y a des différences de culture entre ces colons, Naru et le prédateur, qui n'ont pas les mêmes méthodes. C'est que le prédateur, lui, il tue pour prouver quelque chose, là où c'est français, du coup, bon, qui ont un gros accent québécois, on a l'habitude, eux tuent pour le plaisir. Certains êtres humains sont pires même que le prédateur, qui a quand même une sorte de code moral, entre guillemets, en tout cas de valeur à lui, quoi. Donc le film thématiquement est intéressant, le film est plutôt cool, le film est bien rythmé, le film a beaucoup de scènes d'action très très cool. Je pense surtout à la scène d'action avec la fumée, qui est celle qu'on ressort le plus, qui est assez violente. Et le film est très violent, c'est ça, le film est très violent. C'est vrai que je me souviens pas trop de la violence des précédents films. Le premier, s'il était plutôt violent, mais celui-là est très violent. Ça, c'est plutôt cool. Pour vous, ça fonctionne bien. Le climax est cool. On refait un remake un peu du Schwarzenegger, mais sauf que là, on inverse un peu la tendance avec ce personnage féminin. Donc, je trouve que c'est un hommage avec respect du premier Predator, tout en modernisant le personnage, les thématiques, la confrontation entre proie et prédateur, qui fait que le film est vraiment réussi. Malheureusement, je trouve qu'il y a un problème de crédibilité dans le reste du film, dans sa réa, dans le physique de ses acteurs, dans l'histoire assez stéréotypée, dans l'imagerie globale qui rend le film quand même sympathique, mais c'est pas pour moi l'un des plus grands films de la saga, quoi. Là où Predator, Killers of Killers, que je n'ai pas reviewé quand il est sorti parce que j'attendais spécifiquement la sortie de ce film-là pour qu'on parle des deux d'un coup. Predator Killers of Killers, donc le film d'animation, puisque Trachtenberg, du coup, qui est un peu le Kevin Feige de la saga Predator, du coup, depuis Prey, maintenant il a la carte blanche sur la saga Predator, et maintenant c'est lui qui fait tous les films Predator, et il s'est dit, je vais sortir 2 films Predator, un film live action avec Badlands, et un film d'animation avec Killers of Killers, qui est sorti sur Disney+, quand même, et c'est le meilleur film de la saga Predator. C'était un excellent film, superbe film, rien à redire. Franchement, moi, en vrai, je trouve ça cool de décliner Predator en animation. Genre. On est sur une animation un peu revue, c'est une animation très typée arcane, fausse 2D, etc. Mais elle reste cool, elle fonctionne bien. Et puis on joue avec le côté animation, notamment en jouant sur les tailles, c'est que t'as des Predators qui sont beaucoup plus grands que d'autres. Donc il y a ça qui fonctionne bien. Et ah oui, j'ai pas parlé des Aliens vs Predator parce que je les ai pas vus, parce que j'ai la grosse flemme. Mais Killers of Killers, en fait, c'est un peu le concept qu'on a tous les gens réclamé un peu de Predator depuis Prey, c'est d'avoir, s'il vous plaît, faites un film Predator où il affronte des Vikings, faites un film Predator où il affronte des gens au Japon féodal, des samouraïs, faites un film Predator à la préhistoire, je sais pas quoi. Et bah écoute, on va te faire un film d'anthologie avec 3 histoires différentes, mais qui vont quand même se relier à la fin, et qui vont adapter cette idée-là. En fait, on va confronter, en fait, c'est la thématique de base pour moi de la saga Predator, c'est-à-dire de confronter les plus grands guerriers de l'histoire de notre humanité à des Predators au fil de l'histoire, du coup. Et ça, c'est une idée qui, en termes de concept, est super cool. Et de base, j'aurais pu juste faire un truc un peu décomplexé, un peu con, pas très réfléchi, etc. Mais je trouve qu'il arrive à traiter de concepts sympas. Il arrive déjà, il relie tout ça. C'est aussi ça qui est intéressant avec la fin du film. T'as toute cette partie-là où tu as du coup cette viking féminine qui veut venger la mort de son père, me semble-t-il. Et du coup, tu as son fils qui comme elle, quand elle était jeune, qui suit la mère et qui doit devenir comme sa mère. Et en gros, en fait, on est sur une histoire sur une mère qui a été consumée par la revanche, en fait. Que le prédateur est presque décrit comme une sorte de diable venu pour punir le personnage, quoi. C'est un peu ça. C'est qu'elle vient pour se venger de la mort de son père. Elle a passé sa vie à s'entraîner à devenir une guerrière rude pour venger la mort de son père en tuant ce viking qui a tué son père. Une fois qu'elle arrive et qu'elle bat enfin ce viking-là, et bien t'as le prédateur qui tue ce viking et qui va en plus tuer son fils. Elle a élevé son fils dans un récit de revanche, de vengeance, il faut qu'on se batte en tant que viking pour se venger de ceux qui nous ont fait du mal, etc. Elle a tellement élevé son fils de cet aspect-là, que maintenant que son fils est sur le terrain avec elle, son fils se fait tuer à cause de sa propre vengeance personnelle à elle, en fait. Où le prédateur déjà lui vole sa vengeance en tuant ce méchant pas gentil, et en tuant son fils en plus. Donc à la fin, elle va quand même battre le prédateur, et comme d'habitude avec la saga, elle le bat de façon plutôt intelligente, en l'étranglant, en le décapitant, etc., en se servant de son armement à lui, au Predator, avec un chara design très très cool, le fait qu'il soit super grand, là, le super balèze. Il ressemble un peu au Predator de Shane Black,
Sauf que là, c'est l'animation, donc la taille est beaucoup plus justifiée, parce que les tailles sont très très variables en animation, on s'amuse hein, sur ce côté-là. Donc c'était un arc qui était intéressant, c'est surtout visuellement le côté viking, enneigé, avec la mythologie nordique bien sûr, qui crée un côté un peu mystique super intéressant, donc je trouve que ça, c'est une petite histoire qui était très sympathique, avec cette scène d'action de début super violente, où ils te mettent le thème du prédateur de la Sylvestrie, qui va bien avec la scène, je trouve, c'est que ça aurait pu faire fan service, mais je trouve que la frénésie de l'action avec cette femme violente qui massacre tout le monde, avec le thème du prédateur de Sylvestri qui parle de proie, de violence, de prédateur, etc., je trouve que thématiquement c'est approprié. Et ensuite, tu as l'histoire sur le Japon féodal. C'était deux frères qui devaient se battre pour prendre la place de leur père. Un s'est fait blesser par l'autre frère et devient une sorte de ronin qui veut essayer de se venger de son frère qui a pris le pouvoir, entre guillemets. Et ce que j'aime beaucoup avec ce film-là, ce petit film-là, entre guillemets, c'est que c'est une histoire muette. C'est que on est sur de la pure narration visuelle. Et du coup, et en plus, ça rend beaucoup hommage au cinéma muet un peu asiatique, Kurosawa, tous ces trucs-là. Je vais citer que Kurosawa, tellement je suis cultivé sur le cinéma japonais. Mais du coup, c'est pareil, c'est une histoire qui est beaucoup plus fin, beaucoup plus subtile, qui a beaucoup plus dans le côté espionnage. C'est que là, le prédateur là, c'est un ninja qui est un peu plus masqué dans son look, qui est un peu plus maigre, un peu plus agile. Et donc là, c'est cool de traiter c'est que là, t'avais un prédateur qui était plus viking, violent, barbare dans le premier, là, t'as un prédateur plus ninja. Et donc là, on suit un récit de famille, c'est un récit qui fait très japonais, bien sûr, sur l'honneur, sur le fait de retrouver des titres, retrouver cet honneur-là qu'on a perdu, sur le fait d'avoir été trahi par l'un de ses proches, mais le fait qu'on reste frère quand même. Et donc justement, c'est ce prédateur qui, dans la mort et dans la confrontation, va unir ses deux frères à une cause semblable. Et donc à la fin, oui, l'un des deux frères va mourir, mais au moins les deux frères vont se quitter, entre guillemets, via l'amour fraternel et via l'honneur, entre guillemets. Donc encore une fois, c'est une histoire qui est thématiquement assez intéressante aussi, hein. C'est qu'on se sert du Predator pour pardonner les démons de deux frères, tout en proposant des scènes d'action super cool, super violentes avec le Predator qui, en plus, ce Predator là, il avait une arme, je crois qu'il avait, non, c'était celui d'avant qui avait une espèce de massue qui butait tout le monde, qui était badass. Mais celui-là, il coupait des gens en plein de morceaux, c'était un truc assez violent. Mais ouais, il y a vraiment ce côté-là où il porte la mère de samouraï qui est super mythologique, et donc t'as un samouraï contre un Predator ninja, et donc c'était très cool, très intéressant, très divertissant. Et puis à la fin, et puis ensuite le dernier court métrage, bon, le dernier entre guillemets, où là cette fois on te traite d'un prédateur pirate. Donc là il y a ce côté presque piraterie, aviation qui est super cool avec du coup ce personnage de la première guerre mondiale, je crois. C'est qu'on suit ce militaire de la première guerre mondiale où du coup c'est un court métrage qui a beaucoup plus traité de la technologie, de la dépendance à la technologie. C'est que là on suit des aviateurs en avion en mode Top Gun qui affrontent un prédateur qui est pareil très dépendant à la technologie, qui a une technologie qui est plus avancée qu'eux et qui pareil s'en sert pour essayer de tous les buter quoi, pour montrer qu'il est une plus forte proie, qu'il est un plus fort prédateur qu'eux quoi. Donc il y a ça qui se passe en pleine guerre contre les Allemands, donc t'es en pleine bataille aérienne contre les Allemands, et là t'as ce Predator qui débarque et qui fout le bordel. Et donc là c'est intéressant parce que là on suit un guerrier qui n'a rien à voir avec les autres. C'est que c'est un guerrier, le guerrier du coup le militaire, c'est que c'est un aviateur, c'est pas un mec qui s'est musclé, qui s'est battu, qui sait se battre à main armée, c'est un mec fin, normal, qui se sert de sa tête en fait, c'est un mec qui se sert de sa tête et qui se sert de stratégie pour arriver à ses fins, et c'est ça qui est super cool en fait. C'est qu'il se sert de stratégie, c'est que du coup il va se servir de cette tactique de navigation, d'aviation, pour entourlouper le prédateur, pour l'affronter, pour le confronter, et donc il va le battre par l'intelligence encore une fois. Sauf que lui, c'est un personnage qui semble être un peu une poule mouillée, mais c'est un technicien hors pair, on va dire. Et du coup, je trouve que c'est un court-métrage qui est aussi très très cool sur le fait que lui, il y a un peu ce côté-là nous les hommes on s'entretue pour rien, alors que tu as des menaces comme le prédateur qui devraient tous nous unir, quoi. Donc il y a ce côté un peu fatalité de l'humain qui se chamaille tout le temps, alors qu'à côté il y a des aliens qui nous démontent comme des merdes quoi. Donc je trouve qu'il y a un côté il y a une symbolique qui est intéressante avec ça. Et bien sûr nous avons du coup la culmination de tous ces courts métrages. Donc c'était quoi? C'était j'ai plus les noms, mais je crois que c'était la hache, l'épée, la balle, un truc comme ça. Donc le côté symbolique de ça. Où du coup, tous ces grands prédateurs humains, entre guillemets, sont conviés du coup à la planète, je crois que c'est Yoja Prime, la planète principale des prédateurs, du coup la planète des Yoja, du coup qui sont les prédateurs. On passe de viking, de Japon féodal à film de guerre à Peplum avec Predator. Donc, genre le film est beaucoup trop cool, genre c'est cool quoi. Et le film est très réaliste en plus. C'est un film d'animation certes, mais il est réaliste et il assume à fond le réalisme. C'est un peu ce qu'on récupère de Prey avec le côté langage. C'est du coup on est sur 3 individus qui ont été congelés, cryogénisés depuis des décennies pour certains. Surtout qu'on ne sait même pas à quelle période se déroule le dernier tiers, le dernier quart du film. Du coup, c'est des personnages qui ont été gardés en vie toute leur vie, entre guillemets, et qui ont été ressuscités pour qu'ils puissent s'entretuer entre eux, quoi. Donc on va confronter tous les humains, tous ces guerriers différents de différentes périodes de l'humanité entre eux. Et donc on va donc confronter diverses cultures, diverses façons de se comporter, avec une viking qui est plus impulsive, mais qui va quand même prendre plus ou moins le militaire
sous son aile un peu comme son fils, le japonais qui est un peu plus calme, qui arrive à comprendre sans comprendre le langage. Donc il y a presque un côté Erasmus dans le dernier quart du film, où tu as trois personnes qui ne parlent pas du tout la même langue, qui se comprennent pas, et qui du coup qui parlent un peu au langage de soi, et qui doivent essayer de trouver un langage universel entre êtres humains pour pouvoir s'allier, s'entraider au lieu de s'entretuer en fait, pour ensuite à la fin affronter le gros monstre que les prédateurs les envoient. Et donc ça c'était quelque chose qui était super cool en termes de thématique. En fait c'est une thématique qui joue sur le côté décalage d'époque, oui, mais ça reste un truc de SF super cool en termes de science-fiction, mais aussi c'est aussi un film qui parle de l'entraide entre différents peuples de l'humanité, quoi. C'est un truc qui parle de l'entraide humaine, qui est quelque chose qu'on n'a pas trop dans notre époque actuelle, quoi. Il y a des guerres, etc. Donc je trouve que le film est assez profond pour un truc un peu d'animation Disney+, quoi. Donc ça qui est cool. Et en plus à la fin du coup ils affrontent du coup le leader des Predators, qui il me semble que sa couronne est fait des colonnes vertébrales des aliens, du coup des xénomorphes. Donc il a un Cardian qui est super cool et donc à la fin ils arrivent quand même à le pas le vaincre, mais à le déjouer pour essayer de s'enfuir. Et t'as la Viking qui veut rejoindre son fils et qui accepte de se sacrifier en battant ce prédateur-là. Et ce film-là se termine en gros cliffhanger avec du coup ces deux humains-là qui partent dans l'espace, qui s'enfuient et qui du coup sont pourchassés par l'armée des prédateurs des Yoja du coup. Et ensuite du coup tu as cette scène post-générique qui nous révèle qu'en plus de ça ils ont aussi cryogénisé Naru. Ce qui pourrait nous promettre un potentiel Prey 2, par exemple, un Prey 2 qui pourrait être intéressant, parce qu'en plus à la fin de Prey, du coup Naru reçoit le pistolet de Predator 2. Et en plus, tu avais le générique de fin de Prey qui te montrait que oui, les prédateurs étaient revenus pour l'affronter elle. En plus, il y avait ce truc-là qui était sympa en mode un peu préhistoire, en mode un peu grotte de Lascaux, qui te montre que oui, elle a bien affronté des prédateurs et qu'elle s'est fait avoir et qu'elle s'est fait cryogéniser. Donc en vrai, un Prey 2 sur comment elle en est arrivée à là, pourquoi pas, ça peut être intéressant. Après, en vrai, je sais pas si je veux voir un Prey 2. Le truc, c'est que t'as pas besoin de le raconter cette histoire-là. Tu la devines déjà, c'est que les prédateurs sont revenus, ils l'ont arrêté, ils l'ont cryogénisé, point. Donc à la limite, tu peux en faire un axe d'un autre film d'animation si tu veux. Un Prey 2, je sais pas si c'est nécessaire. Je serais pas forcément à fond là-dedans. Mais par contre, après, du coup, à la Comic Con, ils ont fait une extended cut de la fin de Killers of Killers, où on découvre qu'en plus de ça, il y a aussi Danny Glover et Schwarzenegger qui sont aussi cryogénisés là-dedans. Bon, dommage qu'il n'y ait pas Adrian Brody pour la blague, mais parce que le film Predator se terminait aussi en cliffhanger. Schwarzenegger et Danny Glover, c'était les deux meilleurs films Predator pré-Disney, donc je suis content quand même. Et puis en vrai, je trouve ça cool, c'est qu'en vrai, je pense que le gros crossover global que Trachtenberg nous réserve semble clairement être dans l'animation. C'est que Schwarzenegger, on a essayé tellement de fois de le ramener dans la saga Predator et on n'a jamais réussi. Et là, en fait, là, on va réussir à le ramener de la manière la plus simple possible, c'est-à-dire l'animation. C'est qu'à mon avis, le prochain film d'animation, c'est genre rébellion contre les Predators, les héros des anciens films qui vont se rebeller contre eux, qui vont réussir à s'enfuir de leur état cryogénique. Donc tu vas avoir Schwarzenegger qui a parlé avec Danny Glover, avec Naru, etc. et qui vont essayer peut-être de rentrer chez eux. Et donc là, on peut avoir un récit un peu spatial, mais avec encore une fois des cultures différentes, encore une fois, avec ces trois personnages-là qui peuvent être super intéressants. Sans oublier les personnages qu'on a laissés dans Killers of Killers, donc le militaire, le samouraï et la viking. Donc là, Trachtenberg, je sais pas ce qu'il a en tête, mais je trouve que c'est du fanservice intéressant. C'est que oui, on aurait pu ne plus jamais revenir sur ces personnages-là de Predator 1 et Predator 2, mais ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas eu Schwarzenegger dans la saga, ça fait tellement longtemps que tout le monde a voulu le ramener, qu'on on n'a jamais réussi. Et en vérité, c'est pas des personnages en mode waouh, on les a suivis pendant 3 films, ils ont une fin parfaite, ne les ramenait pas. Non, en vrai, c'est pas grave qu'on les ramène. Et en plus, je pense qu'on peut les ramener de façon très respectueuse, c'est-à-dire en animation. C'est qu'on va pas te ramener un Schwarzenegger de 80 ans qui a du mal à bouger, qui est tout vieux. Non, là, il va certainement prêter sa voix à un film d'animation. Pareil pour Danny Glover. Donc je trouve que ce serait ramener des grands acteurs de façon réaliste, de façon respectueuse dans le format de l'animation. Donc je trouve que ce serait une bonne utilisation de l'animation. Oui, il fallait qu'un jour on les ramène, ces grands acteurs de Predator, etc. Mais au moins on les ramène dans un format qui nous permet de les ramener de façon respectueuse. C'est-à-dire on va pas les voir vieux en train de se démembrer dans le film, on va les voir en animation en train de rejouer la légende qu'ils étaient à l'époque. Ce qui fait que Predator Killers of Killers, moi j'ai trouvé ça absolument formidable, excellentissime, un putain de film d'animation, et franchement c'est clairement, et pour moi même après Badlands, c'est clairement le meilleur film de Dan Trachtenberg, et le meilleur film de la saga Predator jusqu'à présent pour moi. De toute façon je vous ferai un petit classement une fois que j'aurai parlé de Badlands. Et donc voilà, ça fait combien? Après 40 minutes, en fait je pense que je ferai une vidéo séparée. Après 40 minutes d'intro, on va enfin parler de Predator Badlands.